Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de ce que j'ai appris dans un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Essentialisme et qui a été écrit par Greg McKeown. Donc j'ai lu la version anglaise originale mais il y a une version française qui est disponible aussi. Toute l'essence de ce livre c'est comment faire moins mais mieux, et à travers pas mal de conseils, de techniques et d'exemples précis et concrets, il parle de tout ça et ça s'applique à mon avis autant à la vie personnelle que professionnelle, et ça s'applique particulièrement aux entrepreneurs, à mon avis, et donc également aux artistes, aux dessinateurs, aux personnes qui font des vidéos et qui doivent gérer une entreprise pour ça au quotidien et parfois seuls. Pour commencer, dans l'introduction, il définit un petit peu ce qu'il appelle être un essentialiste. Donc c'est quelqu'un qui se demande tout le temps est-ce qu'il est en train de faire la bonne action, est-ce qu'il est en train de mettre son énergie au bon endroit. L'idée principale étant de ne pas disperser son énergie dans 10 directions différentes avec 10 buts distincts, mais de vraiment mettre tout vers un seul et unique objectif, vers un seul et même endroit. Et donc forcément d'avoir beaucoup plus d'impact dans cette mission particulière que si on se dispersait dans plein de choses. Si on ne met pas de priorité dans sa vie, quelqu'un d'autre le fera à notre place. C'est une des phrases qui m'a marqué dans l'introduction et qui résume assez bien le fait qu'il faut réussir à contrôler, à choisir pour soi. Parce que même dans le cas où on se laisserait porter par les choses et où on déciderait de rien, il y aurait forcément quelqu'un d'autre qui déciderait pour nous. Et dans l'introduction, il fait un lien que je trouve intéressant avec le minimalisme en termes d'objets, sauf que là c'est un minimalisme de décision. Il compare les tâches qu'on a au quotidien à gérer, donc les choses dans notre carrière, dans notre vie personnelle, etc., aux objets qu'on pourrait avoir chez soi. Et quand on veut se débarrasser des objets, il faut forcément faire différentes piles avec les choses qu'on veut absolument garder, les choses qui peuvent disparaître, et savoir comment se débarrasser de ces choses-là et quoi faire avec ce qui reste. Et c'est autour de ça qu'il va articuler sa réflexion dans le livre avec 4 étapes fondamentales qui sont trouver l'essence des choses, explorer les différentes options, éliminer le superflu et exécuter le nécessaire. Faire plus pour réussir à un résultat, c'est souvent pas la bonne solution parce que tous les efforts ne se valent pas. Donc un seul effort bien choisi peut mener à de bien meilleurs résultats que des efforts qui sont vraiment mal répartis, qui sont acharnés sur quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut réussir à voir aussi quand ça ne marche pas. Et c'est un des points très importants du livre, à savoir comment discerner les bonnes options des mauvaises. Donc il faut passer du temps à voir toutes les possibilités pour ensuite choisir celles qui correspondent le mieux à ce qu'on veut faire. D'où le fait que dans le chapitre 4, il parle des compromis et de quels problèmes est-ce qu'on veut se donner. Il faut réussir à se donner des priorités, et même une priorité le plus souvent. Par exemple, il est apparemment consultant pour des entreprises, il a vu beaucoup de personnes dans plein de différentes compagnies, et quand il demande quelles sont les valeurs de l'entreprise à certains, il y en a certains qui lui répondent des choses très très vagues, comme nos valeurs sont la passion, l'innovation, l'exécution, alors que tout le monde a ces valeurs-là, tout le monde a envie de bien faire les choses. Et que le fait d'avoir à cœur la passion et l'exécution, ça donne absolument pas une idée à l'employé ou même aux dirigeants de quelle décision prendre quand il y a un compromis à faire. Alors qu'au contraire, si dans votre entreprise, les clients sont l'absolue priorité, quand il y a un souci, on sait dans quel sens aller. Donc ne cherchez pas à tout faire à la fois, ça marche aussi pour vos projets artistiques par exemple, ne cherchez pas à faire toutes sortes de choses en même temps, concentrez-vous sur les problèmes que vous voulez résoudre ou même le problème que vous voulez résoudre parce que vous ne trouverez pas les solutions à tout en même temps. Dans la partie 2, il parle de comment explorer les différentes options justement, parce que là on a compris pourquoi il fallait explorer et maintenant on va savoir un petit peu comment faire en sorte de voir les possibilités. Pour ça, il va donner différents conseils, à savoir d'abord s'échapper. Dans certaines entreprises, il y a un jour de la semaine ou du mois où il n'y a pas d'appel, où il n'y a pas de mail, où il n'y a rien du tout, où c'est juste les personnes se réunissent, discutent et on permet comme ça d'avoir de nouvelles idées sur le futur et aussi de prendre du recul sur ce qui a déjà été fait parce qu'on n'est pas en plein dedans à ce moment-là et on peut voir les choses d'un peu plus loin. Il parle également de ne pas craindre l'ennui et la solitude parce que c'est une partie intégrante du travail, notamment artistique. On est obligé, à mon avis, de s'isoler, de prendre le temps de faire les choses seul, d'être avec soi et son histoire par exemple. C'est exactement ce qu'a fait l'auteur du livre. Il a décidé de se créer une routine, un rituel où il allait écrire 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et ça de 5 heures à 13 heures tous les jours. Donc il n'a pas réussi à tenir la discipline tout le temps, mais le fait qu'elle soit là, c'est vachement important parce que les jours où il ne réussissait pas à le faire, c'était une exception, et les jours où il le faisait, c'était juste la normalité. Ensuite, il parle du fait de voir l'ensemble des choses et pas seulement les détails. Donc pour ça, il parle à travers l'exemple du journalisme et de l'écriture du scénario, où on a différents points à avoir toujours en tête et qui définissent notre histoire, à savoir pourquoi, quoi, quand et qui. Donc ça, ce sont les faits, les choses vraiment concrètes qui se passent dans l'histoire qui permettent de comprendre ce que c'est, mais il faut à travers ça trouver l'essence, trouver le message principal, notamment en journalisme ou en écriture de scénario. Il raconte par exemple que Charlie Ossims était en train d'enseigner le journalisme dans une école à Beverly Hills et il a donné un exemple sur lequel ses élèves allaient devoir travailler. Donc l'exemple c'était Kenneth Peters, le principal d'un lycée de Beverly Hills, a annoncé aujourd'hui que l'entièreté des professeurs allaient voyager à Sacramento jeudi prochain pour un colloque sur les nouvelles méthodes d'enseignement. Parmi les conférenciers, il y aura l'anthropologue Margaret Mead, le président Dr Robert Maynard Hutchins, c'est pas grave les noms, et le gouverneur de Californie Edmund Pat Brown. Et quand le professeur il a récupéré les copies des élèves sur ce fameux résumé,
Ils avaient mis plein de choses du style Margaret Mead, telle personne va faire telle conférence, il y aura tel truc à tel moment. Ils allaient beaucoup trop loin dans les détails alors que le titre de l'article aurait simplement été « Il n'y aura pas école jeudi ». Le message est concentré dans ces quelques mots et ensuite on déroule dans l'article ou dans le scénario. Toute l'idée derrière ça, c'est d'être le journaliste de sa propre vie, comme il le dit, de réussir à voir l'ensemble et pas que les détails, de réussir à prendre du recul. Et un truc pour ça, c'est de tenir un journal, de marquer quelques phrases tous les jours, de comme ça capturer les choses importantes de notre journée, de notre semaine, de notre mois et de revenir dessus quelques mois après pour voir avec du recul qu'est-ce qui s'est passé et quel chemin on est en train de prendre parce qu'on ne le voit pas forcément au quotidien. Et si on ne prend pas le bon chemin, on change de direction. Ensuite, il parle de jouer, de s'amuser, de faire en sorte de ne pas toujours être dans le travail avec du sérieux, mais de réussir à s'éclater un petit peu. Il y a une étude qui montre que les ours qui jouent le plus ont tendance à survivre le plus, parce qu'en jouant, ils ont développé des parties de leur cerveau, notamment la créativité, etc., qui leur permet de s'adapter mieux aux différentes situations de danger, par exemple, qui apparaîtraient au fil de leur vie. Il y a plein d'autres avantages au fait de jouer, de se détendre comme ça, etc. C'est que ça réduit le stress. Par exemple, quand ces enfants, à l'auteur, sont stressés, il les fait dessiner, il les fait jouer et ça va beaucoup mieux. Donc ne surtout pas négliger ça. C'est un peu un point comme l'autre point qui est le sommeil, à savoir que c'est un des trucs les plus importants qu'on ait, notre santé, notre corps. Parce qu'il y a un peu ce mythe de la personne qui dort très peu, qui travaille énormément et qui avance comme ça et qui est très productif. Mais au long terme, ça marche absolument pas. Parce qu'à n'importe quelle échelle, que ce soit si on est président, si on est gérant d'une entreprise ou juste si on est l'ami de quelqu'un, le fait de ne pas avoir dormi assez et de prendre des mauvaises décisions, ça peut vraiment foirer énormément de choses. Donc vraiment, faire attention à ça. Ensuite, pour clôturer cette partie-là sur l'exploration des différentes options, il parle de la sélection, donc sélectionner, le pouvoir du critère extrême. C'est résumé en une phrase, si ce n'est pas un grand oui, c'est un non. La réponse oui ne doit absolument pas être notre réponse automatique. Il faut toujours bien savoir à l'avance pourquoi est-ce qu'on dirait oui à telle ou telle chose et pourquoi et est-ce qu'on peut s'engager dans telle ou telle chose. Il faut savoir ce qu'on veut tout simplement et c'est vraiment pas toujours évident. Ensuite, dans la partie 3, on va parler d'élimination, donc tout ce qui a été retiré, tout ce qui est superflu, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on définit ce qui est superflu. Il parle d'abord de clarifier, d'avoir un but extrêmement précis comme je l'ai dit juste avant, parce que si le but n'est pas clair, on ne peut pas savoir quand on s'approche de ce but et on ne peut pas savoir non plus quand on échoue. Le temps et l'énergie doivent contribuer au but et ne pas servir juste à chercher ce qu'est ce but. Il le montre très bien dans ce tableau où il y a en colonne général et concret et en ligne inspirant et ennuyeux. Donc ce qui est inspirant et général, c'est la vision, la mission, vraiment les choses du type nous voulons changer le monde, nous voulons inspirer les gens, des choses très très vagues comme ça. Ensuite, dans ennuyeux et général, il y a les valeurs, donc les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait d'être passionné, de vouloir l'innovation, etc., des choses très très vagues comme ça. Il y a ensuite le concret mais ennuyeux, c'est-à-dire il faut absolument faire tel chiffre au bout de tel temps, des choses très concrètes comme ça mais qui n'ont pas ce côté inspirant. Et il y a enfin la chose qu'on va chercher quand on cherche un but, à savoir le concret et inspirant. Donc quelque chose d'à la fois dans le réel, avec des chiffres, des dates ou ce genre de choses, mais aussi d'inspirant qui nous motive à le faire. Par exemple, construire 4 écoles pour les enfants non scolarisés dans tel pays, quelque chose de précis et en même temps motivant et inspirant. Une des idées principales, c'est de réussir à savoir à quel moment est-ce qu'on aura réussi ce qu'on veut. Donc typiquement dans l'exemple que je vous ai donné, on sait qu'on doit aider les enfants non scolarisés et on sait aussi qu'on aura réussi quand il y aura 4 écoles de construites. Il faut donc se poser la question, si on veut vraiment exceller dans un seul domaine, dans une seule mission, quelle serait cette mission? La mission unique. Ensuite, il va parler d'oser, le pouvoir de dire non de façon correcte. Parce que le but, c'est pas forcément de dire non à tout le monde de tout le temps et de fermer toutes les portes possibles avec des choses très brutes. Un truc qui peut être difficile quand on dit non à quelqu'un, c'est justement de ne pas dire non à quelqu'un, mais de dire non à quelque chose et de réussir à séparer ce qu'on nous demande et la réponse qu'on va donner de notre relation avec la personne. Ensuite, il dit que dire non, c'est pas forcément dire le mot non directement. Il y a plein de méthodes comme ça pour réussir à faire les choses un peu plus élégamment, on va dire. Un bon exemple de conseil qu'il donnait, c'était si on veut dire non à quelqu'un, par exemple son employeur ou son collègue, quand on a une tâche qui nous est donnée alors qu'on en a déjà d'autres, c'est de demander quelle tâche on doit enlever pour pouvoir faire celle-ci. Donc si quelqu'un nous dit fais tel dossier et qu'on a déjà un plan à faire, on va lui dire ok, du coup j'enlève quel plan pour pouvoir faire ce dossier. Ça va lui faire comprendre qu'il n'aura pas plus, il aura juste autre chose. Donc c'est à lui de dire telle chose est la priorité. Et le fait de dire non souvent, ça va échanger, d'après ce qu'il dit, la popularité contre le respect. On va pas être la personne qui dit oui à tout et qu'on peut solliciter tout le temps avec tout le monde. Ouais. Mais ça va permettre de montrer qu'on est quelqu'un déjà qui connaît ses limites, qui connaît aussi ses missions et qui sait gérer le truc. Ensuite, il faut apprendre à se désengager, à savoir gagner gros en coupant ses pertes. Donc ce qu'il veut dire par là, c'est qu'une fois engagé dans une idée, dans un projet, dans une relation, c'est difficile de revenir en arrière, même quand on sait que c'est pas forcément bon pour nous.
C'est ce qui m'arrive en ce moment avec ma BD par exemple, je vous en avais parlé en novembre en disant que je la ferais assez vite, etc. Et finalement j'ai commencé à faire d'autres choses qui me prenaient plus de temps, qui me plaisaient davantage, donc j'ai mis de côté ça. Mais j'ai quand même ce petit truc en moi de me dire ouais mais je me suis engagé, etc. C'est pas bien de ne pas le faire maintenant. Et il faut savoir se délester de ça parce que ce que je fais à côté est plus intéressant pour moi maintenant et surtout a plus de valeur on va dire dans ce que ça va m'apporter. Et c'est un peu pareil pour les objets qu'on a quand on veut se désencombrer de quelque chose. C'est difficile d'enlever des choses qui sont à nous, qu'on nous a données ou qu'on a achetées parce que ça nous appartient et on n'arrive pas à s'en défaire. Une des choses qui aide dans ces cas-là, c'est de se demander cet objet-là, si je l'avais pas, est-ce que je le voudrais déjà encore et combien est-ce que je serais prêt à mettre pour l'avoir à nouveau. Il y a cette peur de gâcher quelque chose qu'on a commencé à faire, qui l'explique bien avec une étude qui parle de 2 séjours au ski, qui avait pour but de montrer à quel point c'était difficile de se débarrasser de quelque chose dans lequel on avait investi, en l'occurrence de l'argent. Il illustre ça en disant, imaginez que vous avez dépensé 100 dollars dans un ticket pour aller faire du ski pendant un week-end dans le Michigan. Et que quelques semaines plus tard, vous avez dépensé 50 dollars pour un ticket pour un week-end de ski dans le Wisconsin. Vous vous dites que vous allez mieux vous amuser dans le Wisconsin, j'ai du mal à dire ce mot, donc avec le week-end à 50 dollars, mais vous vous rendez compte que c'est le même week-end que l'autre qui a coûté 100 dollars. Donc il va falloir faire un choix parce que c'est trop tard pour pouvoir revendre le billet et en même temps vous avez dépensé l'argent pour les deux. Vous avez dépensé 150 dollars pour 2 week-ends qui se passent en même temps. Et il s'est rendu compte que plus de la moitié des participants allaient quand même prendre le week-end le plus cher, même s'ils savaient qu'ils allaient moins s'amuser là-bas, tout simplement parce qu'ils ont dépensé plus et qu'ils allaient perdre moins d'argent en prenant ce week-end-là plutôt que l'autre. Donc la perte en argent était plus importante pour eux que la perte en amusement en fait. Et dans cet aspect du désengagement, il parle aussi de partir d'un budget zéro quand on fait un budget personnel ou professionnel pour son mois par exemple. À mon avis, c'est beaucoup plus vrai dans les entreprises parce qu'il y en a des tas d'entreprises où il y a des choses qui sont faites depuis des années et des années, que les gens qui ont choisi ça sont partis depuis, mais que tout le monde continue à le faire parce que c'est l'habitude et que c'est comme ça et que c'est automatique. Alors qu'en partant de zéro, on peut vraiment se concentrer sur quelles sont les choses essentielles à mettre et ne pas mettre ces choses automatiques et ne pas avoir de superflu si vraiment il sert à rien. Ensuite, il y a le chapitre 13 qui est certainement mon chapitre préféré parce qu'il parle de montage et qui compare le montage d'un film au fait d'éditer ses tâches dans sa vie et d'enlever le superflu et de garder l'essentiel. Il prend pour exemple Michael Kahn, qui est le monteur de Steven Spielberg sur pas mal de films, et il explique que son métier, c'est un métier invisible, parce que si son travail est bien fait, personne ne sait, en fait, personne ne remarque, à part ceux qui cherchent à savoir comment est fait le montage, et on remarque le montage souvent que quand il est mauvais. En tout cas pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça au départ. Et donc il explique qu'il y a des milliers de choix de coupes, de plans, de narration possibles, et qu'il faut choisir celle qui convient. Et quand je dis celle qui convient, c'est celle qu'on veut, parce qu'il n'y en a pas qu'une qui est la bonne. Il y a vraiment plein de possibilités qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Il faut juste choisir celle qui correspond à ce qu'on veut faire. Et c'est beaucoup plus difficile de choisir parmi plein de choses intéressantes que d'enlever tout ce qui est absolument inutile et qui est très simple à remarquer et de garder que ce qui est important et intéressant. Et il y a par exemple Stephen King qui dit qu'il faut savoir tuer ses êtres chers, donc savoir détruire et annihiler les passages, les histoires, les personnages qu'on trouvait intéressants en eux-mêmes, mais qui dans l'histoire ne fonctionnent pas et n'ajoutent rien. Donc les quelques conseils qu'il donne, qui s'appliquent du coup pour les tâches de notre vie, c'est de savoir retirer des options, de savoir condenser. Il y a aussi le fait de corriger, de réussir à voir là où ça coince et de faire en sorte que ça coince plus. Et il y a aussi le fait qui est un peu contre-intuitif de monter, d'éditer moins de choses, de faire en sorte parfois de laisser les choses se faire pour voir quel chemin elles prennent et ensuite prendre sa décision. Mais ça, à mon avis, c'est pas la majorité du temps. Ensuite, il parle des limites dans le chapitre 14 et de la liberté de poser des limites. Par exemple, en termes d'heures de travail, de nombre de projets simultanés. Et moi, en travaillant comme ça sur Internet et avec d'autres personnes aussi sur Internet, c'est un peu difficile parfois de poser des limites en disant qu'après telle heure je ne travaille pas, tel jour je ne travaille pas. J'ai tendance à travailler un peu tout le temps. Au lieu d'être vraiment concentré énormément sur quelque chose sur un laps de temps court, je vais placer un petit peu de tout partout tout le temps et ne jamais avoir vraiment de moment totalement libre. Ensuite, il y a la partie 4, la dernière partie qui est l'exécution des tâches qui sont celles qui ont survécu au fait de trier et d'éliminer, etc. Il parle d'abord de l'amorti, c'est la zone de sécurité, la marge de manœuvre qu'on a qui évite la majorité des problèmes. Et l'exemple qu'il donne pour expliquer ce principe de buffer, de marge de manœuvre à ses enfants, c'est on est dans la voiture et il y a d'autres voitures devant et derrière, il faut savoir avoir une distance de sécurité entre les deux, comme ça s'il y a un problème à la voiture d'avant, on va pouvoir le voir et faire en sorte de contourner ce problème. Pour ça, tout va se jouer sur le temps qu'on donne à nos propres tâches en fait. Et c'est extrêmement difficile de définir quel est le temps qu'on va mettre pour faire quelque chose. Encore une fois, typiquement ma BD, j'ai dit ok, 2 mois, c'est bien, 40 pages, j'ai pas de problème. Finalement, c'est un problème et je m'en suis pas rendu compte avant. Donc il parle d'une autre étude qui a montré à quel point c'est difficile de définir le temps qu'on va prendre à faire quelque chose. Par exemple, ici on a un groupe d'étudiants à qui on demande combien de temps ils vont mettre pour écrire leur thèse si tout se passe absolument bien. La réponse moyenne était 27,4 jours
Et quand on leur demande combien de temps ils vont mettre pour écrire leur thèse si tout se passe le plus mal possible, la réponse moyenne c'est 48,6 jours. Et à la fin, on se rend compte que le temps moyen qu'ont mis les étudiants pour écrire leur thèse était de 55,5 jours. Et seulement 30% des étudiants ont réussi à compléter la tâche dans le temps qu'ils avaient estimé. Donc on se rend compte que c'est vraiment difficile de savoir combien de temps va nous prendre une tâche, déjà quand on se le dit à soi-même, mais qu'en plus, quand quelqu'un nous le demande, on a tendance à baisser un petit peu les durées, histoire de montrer qu'on va savoir faire les choses vite. Le conseil principal qu'il donne, c'est tout simplement de toujours mettre 50% de plus que ce qu'on imagine pour n'importe quoi en termes de temps. Si on doit partir en voyage, de bien préparer ses affaires avant, des choses vraiment basiques comme ça. Et aussi, si on doit faire une présentation qui dure 45 minutes, prévoir 1 heure. Parce qu'il y aura forcément, surtout durant une présentation, une conférence, des questions, des choses comme ça. On n'aura pas le temps de montrer toutes les diapos et vous avez certainement déjà vu des gens qui sont comme ça en train de passer toutes les diapos parce qu'il n'y a plus le temps. Et c'est jamais très bon. Donc vraiment toujours mettre un peu plus de temps que nécessaire juste pour pouvoir aussi respirer. Et parer aux imprévus qui forcément vont arriver quand on s'y attendra pas. Et pour ça, il y a aussi un autre conseil qui est très intéressant et qui est aussi du bon sens, mais que beaucoup de monde, à mon avis, ne fait pas, c'est de se servir des temps favorables pour prévoir les temps défavorables. Typiquement, en termes d'argent et de finances, si à un moment on arrive à gagner beaucoup plus que d'habitude, ne pas tout dépenser et mettre de côté pour les moments où on ne pourra pas. Donc ça, c'est un conseil vraiment tout basique, mais dans des métiers comme ça, dessinateur, faiseur de vidéos sur Internet, il y a vraiment des revenus qui fluctuent énormément et il faut savoir comme ça gérer ses finances, non pas mois après mois, mais vraiment prévoir sur l'année, voire les 2 années à venir en termes d'économie et de coussins financiers qu'on a pour ne pas avoir toujours la pression de l'argent. Ensuite, il parle de soustraire et d'enlever ce qu'il appelle le randonneur le plus lent, parce qu'il a donné l'exemple d'un groupe de scouts avec, on va dire qu'il y a 20 scouts qui marchent, et dans les 20 scouts, il y en a un qui est toujours à la traîne, qui est vraiment vachement derrière. Ce qu'a fait la personne qui gérait ce groupe de scouts, c'est de mettre celui qui était le plus lent à l'avant. Donc ça peut paraître contre-intuitif, mais forcément, si on met le lent à l'avant, les autres vont devoir s'adapter au lent. Mais forcément, ils vont devoir marcher moins vite et ça peut les emmerder eux. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est alléger au maximum le travail de celui qui est à l'avant. Et l'encourager au maximum, le permettre de s'améliorer, c'est vraiment lui la priorité, parce que si lui s'améliore, tout le groupe va avancer. Et cet exemple-là, ça marche pour vos tâches aussi, parce que s'il y a un truc qui vous bloque, il suffit de le mettre en priorité, de d'abord résoudre ce problème-là et de faire en sorte de l'alléger au maximum pour pouvoir ensuite que tout le reste puisse suivre. Et il faut faire attention parce que ce problème peut même être une activité productive en elle-même. Par exemple, si votre objectif c'est d'écrire un livre, le fait de répondre beaucoup trop à vos mails et de passer beaucoup trop de temps dessus, c'est productif en soi, mais pas productif par rapport à la tâche écrire un livre. Donc il faut vraiment faire gaffe. Les tâches productives, c'est parfois un petit peu des pièges. Ensuite, il parle de progrès, le fait de commencer petit, de récompenser les petites avancées parce que c'est extrêmement important, vu que les éléments les plus fondateurs de la motivation, c'est les progrès réguliers et la reconnaissance par l'extérieur de ces progrès. D'où le fait par exemple, quand on a un projet artistique en l'occurrence, c'est d'avoir un projet minimum viable, à savoir, donc viable ça veut dire disponible pour un client, ça veut dire lisible si c'est une BD, ça veut dire regardable si c'est une vidéo. Et ce projet-là, c'est la petite victoire de départ et ensuite on va l'améliorer avec le temps et avec de nouveaux ajouts. Donc c'est vraiment enclencher la plus petite action possible qui amènerait petit à petit au résultat qu'on veut. Ça peut être écrire 15 lignes de son roman tous les jours, faire un dessin, préparer son matériel en avance pour le lendemain, ce genre de choses. Tout ce qui rend les décisions les plus faciles possibles parce que vous n'aurez pas à y penser plus tard. Et il faut ensuite trouver un moyen de représenter ces petites victoires pour pouvoir se rendre compte de son avancement. Donc ça peut être un tableau avec des cases qu'on coche pour dire telle et telle chose ont été faites. Ça peut être le fait de faire des bilans en vidéo sur YouTube par exemple du projet qu'on fait pour montrer où est-ce qu'on en est et avoir des retours d'autres personnes et leur montrer qu'on avance. Et on en arrive ensuite au flux, ce qui s'appelait flow, je l'ai traduit flux, donc le génie de la routine, en parlant par exemple des sportifs, notamment Michael Phelps, qui a vraiment, c'est le champion de natation, qui a vraiment une routine extrêmement calibrée, donc tous les jours il s'entraîne exactement de la même façon, à la même heure, il fait vraiment les mêmes gestes, et il visualise en même temps les victoires qu'il aura, la victoire qu'il aura après la compétition. Si on a un plan et qu'on fait tout par rapport au plan et que la fin du plan c'est gagné, il y a de fortes chances qu'on soit dans les bonnes conditions pour faire les choses correctement et gagner. On met vraiment concrètement notre cerveau dans les mêmes conditions que quand on fait la chose et ça permet d'être plus performant dans cette chose en question et c'est vraiment incroyable de savoir ça parce que ça donne vraiment envie de visualiser au mieux les futurs progrès, les futures choses qu'on va accomplir parce qu'on va vraiment se mettre dans les conditions pour les accomplir. Après évidemment, il y a la bonne routine et la mauvaise routine. Une habitude, c'est 3 choses, c'est un déclencheur, une action, donc l'habitude en question, et une récompense. Et si on veut effacer cette mauvaise habitude, il ne faut pas forcément se dire qu'on ne va pas manger de chocolat, il faut plutôt faire en sorte que le déclencheur de l'envie de manger de chocolat
soit un déclencheur d'une bonne habitude. Typiquement, si le matin, ce qui était mon cas, à mon réveil, mon premier réflexe c'est de regarder mon téléphone et de voir ce qui se passe un peu partout, il faut que l'action réveil, téléphone, n'importe quoi, soit remplacée par réveil, debout, bois de l'eau. Tu vois, quelque chose de vraiment très simple comme ça. Et petit à petit, le déclencheur amènera toujours à l'action qu'on veut, si on a réussi à bien le faire. Et pour éviter l'ennui, parce qu'évidemment la routine c'est quelque chose qui peut être ennuyeux, on a tendance à dire ouais tu sais, la routine quoi, comme un lundi, ce genre de phrase horrible. Donc l'idée c'est de ne pas avoir forcément une routine vraiment tous les jours, mais de varier ses routines. Par exemple dans notre cas, je sais pas moi, le lundi, on dessine d'observation dehors. Le mardi, on écrit la vidéo qu'on va tourner le mercredi, qu'on va monter le jeudi, qui sortira le vendredi pendant qu'on fera autre chose. Vous voyez, une routine comme ça, hebdomadaire, qui permet de varier un petit peu les choses et de ne pas s'ennuyer. Ensuite, il y a le fait de se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Donc la méditation, ça aide beaucoup pour ça. Je ne suis pas un expert là-dedans. Je fais des sortes de micro-méditations un petit peu quotidiennes, mais je n'ai pas vraiment de moment fixe où je me pose pendant 20 minutes, une demi-heure à simplement méditer. Et ce qui empêche le plus souvent de se concentrer, c'est qu'on est en train de ruminer notre passé et de regretter des choses, ou qu'on est en train de fantasmer, de présager du futur et d'avoir peur parfois de ce qui va se passer par la suite. Une bonne chose pour ça, c'est d'écrire, encore une fois, ce qui nous embête par rapport au passé et ce qui nous embête par rapport au futur, de vraiment de le poser sur papier, histoire d'avoir quelque chose de concret, de le sortir vraiment explicitement de sa tête pour le mettre quelque part. Ça peut aider à s'en défaire. Il y a aussi le fait de faire des pauses régulièrement, de ne pas être toujours dans la même tâche, de vraiment s'aérer, de sortir, ce genre de choses-là, vraiment des choses basiques encore une fois, mais c'est hyper important de le faire, de l'appliquer, pas forcément de le savoir seulement. Et enfin au chapitre 20, il explique, voilà, la vie d'essentialiste, c'est ça, c'est vraiment un mode de vie tout le temps, de réfléchir à ce qui est essentiel, d'éliminer le superflu, etc., etc. Et que c'est un chemin, que c'est pas quelque chose de tout tracé, et que ça dépend de chaque personne, un peu comme ce qu'on appelle le minimalisme, hein, c'est vraiment pas un dogme, c'est pas quelque chose où tout le monde fait la même chose. Donc faites les choses à votre façon. Là, c'est simplement des conseils sur quelles sont les choses efficaces testées par d'autres personnes. Et le plus souvent, c'est ce sur quoi je me base, parce que si d'autres personnes ont fait ça et sont arrivées à telle ou telle place, à telle ou telle, ont réussi telle ou telle chose, bah forcément, c'est des choses qui marchent, c'est des mécanismes qui peuvent aussi nous amener à réussir telle ou telle chose. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce livre que je trouve très intéressant autant pour l'entrepreneur que l'artiste que pour la vie quotidienne. Donc je vous invite à le lire si ce que vous avez entendu ici vous semble intéressant et je vous dis à bientôt.